Salut, je m'appelle Eva et j'ai vécu dans un orphelinat depuis aussi longtemps que je me souvienne. Ça allait plutôt bien. Enfin, les bonnes sœurs étaient gentilles avec moi. Mais ce n'était pas la même chose qu'une vraie famille. J'avais aussi constamment peur d'être abandonnée, ce qui se traduisait par des sautes d'humeur et un look grunge. Malgré mes sautes d'humeur, j'avais de bons amis. Mais un à un, je les voyais se faire adopter. Alors que je restais coincée ici. Il y a cette fille qui s'appelait Lisa. On a fini par être les deux seuls coincés ici jusqu'à l'adolescence. Parce qu'on avait le même âge, les bonnes sœurs ont essayé qu'on devienne amies. Elle était sympa, mais on n'a jamais vraiment été proches. Elle disait n'importe quoi, que ses parents l'aimaient et qu'il viendrait un jour pour la sauver. Elle gardait un vieux bracelet avec un pendentif fleur qu'il lui aurait apparemment donné quand elle était bébé. Quand il est devenu trop petit pour son poignet, elle a demandé aux bonnes sœurs de lui en faire un collier. Lisa était toujours sympa avec moi. Mais je trouvais que son attitude « je suis trop sympa » était un peu embêtante. Si les bonnes sœurs avaient besoin d'aide, c'était la première à accourir. Les bonnes sœurs faisaient régulièrement des concours stupides pour nous divertir. Du dessin, de la cuisine, ce genre de choses. Lisa gagnait toujours. Que ce soit grâce à son dessin naïf de l'orphelinat ou à ses cookies dégoulinants de glaçage. Peu de familles souhaitaient adopter un ado avec des sautes d'humeur. Alors quand un jour une famille est arrivée et recherchait spécifiquement un grand enfant, je n'arrivais pas à croire de la chance que j'avais. J'étais sûre qu'ils me choisiraient. Mais ils sont allés parler à Lisa aussi. Ils sont restés dîner et Lisa faisait constamment du lèche-botte. Ça m'a tellement mise en colère que j'ai renversé mon bol de soupe à la tomate et je l'ai regardé éclabousser la chemise blanche de Lisa. Puis j'ai pris mon air le plus sérieux en disant « Oups !» Une semaine plus tard, le couple est revenu. Mais ils ne sont pas revenus pour moi. Ils ont choisi Lisa. J'étais furieuse. Comment pouvaient-ils choisir cette fille écœurante face à moi? Avant que Lisa parte, elle m'a enlacée et m'a dit des conneries du genre « Tu vas me manquer et je sais que quelqu'un viendra t'adopter bientôt. » À mes yeux, elle m'avait volé ma famille. Et en faisant ça, elle avait ruiné ma vie. Alors quand elle était en bas à dire au revoir aux petits-enfants, j'ai utilisé des ciseaux pour couper une lanière de son sac à dos qu'elle avait posé sur le lit. Mais ça n'a pas eu l'air de la déranger. Elle était bien trop heureuse de sa nouvelle famille. Et pendant ce temps, je suis devenue la seule ado coincée ici. Finalement, à 15 ans, la famille parfaite m'a adoptée. Ils vivaient dans un joli quartier, dans une maison quasiment aussi grande que l'orphelinat. Ils étaient adorables avec moi. C'était si bon d'avoir enfin ma propre famille. Il se trouve que mes parents adoptifs avaient eu un enfant né la même année que moi. Mais elle avait disparu à l'âge de 3 ans. C'était bien trop douloureux pour eux. Et ils ont mis longtemps avant de se décider d'adopter, puisqu'ils avaient été traumatisés par la perte de leur enfant. Ils voulaient adopter quelqu'un de mon âge, pour ne pas avoir peur que ça se reproduise à nouveau. Je suis allée dans un nouvel établissement, et au début les élèves me regardaient comme si j'étais un alien. Et j'avais du mal à m'intégrer. J'ai fini par être collée car une pain-bêche s'est moquée de ma frange de travers. Donc évidemment, je lui ai fait un croche-pied. Mais vous n'allez pas croire sur qui je suis tombée. Lisa. Elle allait aussi dans ce lycée. Et en fait, elle a été très gentille avec moi. Elle m'a prise dans son groupe d'amis. Et je m'entendais bien mieux avec elle qu'à l'orphelinat. On a parlé et on s'est raconté nos vies. Il se trouve que la vie de Lisa n'était pas si parfaite, car son père adoptif venait de perdre son emploi. Et il n'avait pas beaucoup d'argent. Ils avaient aussi eu un petit garçon dont elle devait souvent s'occuper. Je suis peut-être restée à l'orphelinat plus longtemps, mais j'ai fini avec une meilleure famille. Finalement, c'était moi la gagnante cette fois. J'avais une famille géniale et de bons amis. Pour la première fois, ma vie était cool. Cela a continué pendant quelques années. Je me sentais enfin comme une ado normale, avec une famille et des amis normaux. Puis un soir, je me suis réveillée au milieu de la nuit pour aller aux toilettes. Et j'ai vu ma mère assise sur le balcon. Elle buvait du vin toute seule et regardait les objets d'une boîte. Il se trouve que c'était l'anniversaire de leur enfant disparu. Elle m'a montré les photos d'une fille d'environ 2 ans. Et sur cette photo-là, la fille portait un bracelet avec un pendentif fleur. Il ressemblait beaucoup au bracelet transformé en collier que Lisa portait. Ça devait sûrement être une coïncidence. Après avoir parlé à ma mère, je suis retournée me coucher. Mais je fixais le vide en regardant le plafond. Plus j'y pensais, plus les coïncidences faisaient sens. Oh mon Dieu! Est-ce que Lisa pouvait vraiment être la fille disparue de mes parents?
Sur une photo que ma mère m'a montrée, j'ai aussi remarqué que leur fille avait une tache de naissance en forme de diamant sur le haut du bras droit. Je n'ai pas pu dormir cette nuit. Il fallait que je vérifie si Lisa avait une tache de naissance ou non avant d'en parler à mes parents adoptifs. Malheureusement, il a plu des cordes le lendemain et il faisait très froid. Donc Lisa était emmitouflée. Il fallait que je trouve un moyen de voir si elle avait une tache de naissance ou pas. Je n'ai pas arrêté de la suivre toute la journée. Je touchais son pull lui disant que je l'adorais. Puis je lui ai demandé si je pouvais l'essayer car je voudrais m'acheter le même. Elle a hésité car il faisait très froid. Mais j'ai insisté jusqu'à ce qu'elle accepte. Alors on est allé aux toilettes. Pendant qu'elle se changeait, j'ai dû monter sur la cuvette des toilettes d'à côté pour l'observer. Et devinez quoi? Lisa avait exactement la même tache de naissance, en forme de diamant sur le haut du bras droit. Que devrais-je faire maintenant? Je mène une vie parfaite avec mes parents adoptifs. Et pour une fois, je ne finis pas deuxième derrière Lisa. Si je leur dis, peut-être qu'ils ne voudront plus de moi. Je ne peux pas risquer un rejet en faveur de la parfaite Lisa une fois encore. En même temps, ils ont toujours été gentils avec moi. Comment pourrais-je leur cacher quelque chose d'aussi énorme? Salut, je m'appelle Rachel et voilà l'histoire qui raconte comment j'ai failli changer de sexe. En fait, quand j'avais 13 ans, j'ai décidé que je ne voulais plus être une fille. À l'école, je préférais toujours jouer avec les garçons. Et quand ma mère a voulu laisser pousser mes cheveux, j'ai paniqué et j'ai tout coupé. Je n'oublierai jamais le moment où elle est entrée et m'a vue avec ses ciseaux de cuisine et tous ses cheveux à mes pieds. Elle a fondu en larmes et m'a dit « Ma petite fille ressemble à un garçon, que vont dire les gens ?» Et j'ai souri. Je voulais qu'on pense que j'étais un garçon. Quand j'ai eu mes règles, c'en était trop pour moi. Je ne voulais pas devenir femme. Je ne voulais pas avoir plus de poitrine. J'ai dit à mes amis de m'appeler Robert. Peu après, des amis sont venus chez moi et l'un d'eux m'a appelé Robert. Mes parents m'ont puni pendant des mois. Ils pensaient que mes amis avaient une mauvaise influence sur moi. Pourquoi ne comprenaient-ils pas? Tout ce que je voulais, c'était qu'on m'appelle Robert et qu'on me traite comme un garçon plutôt qu'une fille. Les années suivantes, je cachais ma poitrine grandissante sous de larges t-shirts. Et j'ai commencé à fréquenter une fille, Rebecca. Mais je ne voulais pas être lesbienne. Je voulais juste devenir un garçon. Quand j'avais 16 ans, je suis allée voir mon médecin. Il savait ce que je ressentais depuis des années. Et il a fini par me dire que je pourrais commencer à prendre de la testostérone. Je m'attendais à ce que ça fonctionne immédiatement, et ce n'était pas le cas. J'étais frustrée. Lentement mais sûrement, des poils sont apparus sur mon visage, et mon corps a commencé à changer. Après 6 mois, je n'avais plus de règles, et ma voix est devenue plus grave. On était en classe d'anglais, et le prof m'a demandé de me lever pour lire. Et ma voix a soudainement mué, et tout le monde a rigolé. Mais je m'en fichais. J'étais contente. C'était tout ce que je voulais. Mais ce n'était pas suffisant. Je ne voulais plus avoir de poitrine. J'adorais faire du sport, et ça me dérangeait. Ça me rendait féminine, comme mon ancien moi, Rachel. J'étais Robert à présent. Je ne voulais pas de poitrine. J'ai parlé à mon médecin, qui m'a dit qu'à mes 18 ans, je pourrais me les faire opérer. Je savais que c'était un processus long et qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Mais j'étais sûre que c'était la chose à faire. Mais mes parents pensaient le contraire. Ils pensaient que je traversais une phase. Et ma mère surtout le prenait très mal. Un jour, on s'est disputé quand elle me dit que ses amis de l'église m'avaient vu embrasser Rebecca au parc. Elle me dit d'arrêter de jouer les rebelles et de me comporter comme une fille normale pour une fois. J'étais outrée. Je lui ai crié dessus, en disant que je n'étais pas une fille mais un garçon. Et que si elle me respectait, il fallait qu'elle commence à s'y faire. Puis je suis partie en furie et je suis restée avec Rebecca quelques jours. Elle m'a présenté à des amis qu'elle avait rencontrés à une réunion et ils étaient aussi en transition, comme moi. J'étais contente de rencontrer des gens qui ressentaient la même chose. Il y a ce mec qui prenait des hormones et qui avait maintenant des seins. Et je plaisantais en lui disant qu'on devrait échanger nos corps.
Puis je lui ai dit que j'allais me faire opérer l'année suivante, quand j'aurai 18 ans. Waouh, dit-il, c'est courageux. Il faut être sûr de toi, hein. Ce soir-là, ces mots résonnaient dans ma tête. Étais-je vraiment certaine? L'année passa très vite. J'étais toujours avec Rebecca et j'avais un rendez-vous pour mon opération. Ciao les seins! Et bienvenue officiellement à Robert. Mais plus la date approchait, plus j'hésitais. Déjà, mes parents ne me parlaient quasiment plus. Ils disaient que si j'allais jusqu'au bout, je n'aurais plus le droit de rester chez eux. Et ensuite, Rebecca est devenue bizarre. Un jour, j'en ai eu marre et je lui ai demandé « Qu'est-ce qu'il y a ?» Puis elle m'a avoué. Elle était attirée par moi et m'aimait, mais elle était lesbienne et ne voulait pas être avec un homme. J'étais choquée. Je n'y avais jamais pensé auparavant. Mais c'était qui j'étais et mon choix était fait. J'irai jusqu'au bout. Que Rebecca le veuille ou non. Et puis vint le coup final. Elle me dit que si je le faisais, c'était fini entre nous. Alors j'ai dit très bien, et je l'ai quitté. Le jour de l'opération, je me suis levée pour aller au rendez-vous avec mon médecin, pour la dernière discussion. Mes parents m'avaient fait faire mes valises, et j'avais prévu de rester avec Rebecca pendant l'été avant d'aller à l'université. Mais qu'allais-je faire maintenant? Allais-je être sans abri? J'ai soudain vu quelqu'un ressemblant à Rebecca pendant que j'étais en salle d'attente. Et mon cœur a failli lâcher. J'ai commencé à pleurer. Et j'ai réalisé que si je faisais l'opération, j'allais perdre l'amour de ma vie. Pourquoi faire ça? Je suis partie en courant pour aller jusqu'à chez Rebecca. Je frappais à la porte. Elle avait l'air d'avoir pleuré aussi. Puis je lui ai raconté. Je ne voulais pas faire l'opération. Je voulais redevenir femme. J'allais arrêter de prendre les hormones, annuler l'opération et redevenir Rachel. Parce que j'étais amoureuse de Rebecca. Et ça n'avait pas d'importance d'avoir des seins ou pas. Je ne voulais pas la perdre. Ai-je fait le bon choix? Je sais que certains vont me critiquer de redevenir femme. Mais honnêtement, je ne peux pas imaginer ma vie sans Rebecca. Je ferais... C'est enfin mon premier jour à l'aquarium. Et le moins que l'on puisse dire est que je suis nerveuse. Reste calme, tu peux le faire. Tu es Ariel, pas Nira. Je suis déterminée, plein d'entrain. Ok, entrons dans le personnage. Sourire éclatant? Ok. Manière amicale? Vérifié. Accent d'Ariel? Ok. J'étais une sirène éblouissante. J'ai même laissé les petits-enfants coller leurs autocollants sur ma queue de poisson pendant que je répondais à des milliards de questions sur Atlantica et mon prince Eric. Le dernier visiteur était une petite fille très gentille qui m'a offert une boîte de couverts de collection. Oh là là, un si joli peigne! Mais il semble rare. Es-tu sûr que tes tuteurs seraient d'accord? Bien sûr! Mon frère me dit toujours oui. La petite fille a fait signe à quelqu'un dans la foule de venir. Et c'était Arsène? Comme le plus mignon des garçons de l'école? Nira? Oh mon Dieu, ton interprétation d'Ariel est parfaite. Je ne savais pas qu'il y avait ce côté de toi, De quoi parles-tu? Je ne connais pas cette Nira. Sentant la panique monter en moi, j'ai levé mon costume en queue de poisson et j'ai couru avec mes 2 pieds alors que tous les enfants me regardaient, choqués. Je n'ai jamais voulu décevoir ces enfants, mais j'avais le plus gros béguin pour Arsène et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il soit là et qu'il me voie comme ça. À l'école, j'étais une minable, une moins que rien. Mais quand je jouais, je me sentais invincible. Du moins jusqu'à ce que mon côté timide et introverti se mette en travers de mes rêves. Ce jour-là, le mentor de notre club de théâtre a annoncé que la pièce de l'école serait Legally Blonde. J'aime tellement ce film que je connaissais déjà toutes les répliques. Je ne pouvais pas laisser passer cette occasion. Alors quand le mentor a demandé qui voulait auditionner pour le rôle principal, Elle Woods, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai levé la main. La salle entière s'est tue puis a soudainement éclaté de rire. « Oh s'il te plaît, comment une minable comme toi pourrait jouer le rôle de la glamour Elle Woods ?» Le pire, c'est que le mentor était d'accord avec elle et a dit que je serais peut-être mieux placée pour le rôle de la cloueuse. Puis elle a dit que le rôle principal devrait aller à quelqu'un qui est extraverti et influent, comme Elisa. Quoi? Elisa, la gamme d'émotions d'une cuillère à café? Je devais avoir ce rôle. Donc j'ai attendu jusqu'à la fin de la réunion, puis j'ai parlé au mentor en privé. Je suis désolée, mais je ne peux pas caster Neil Woods qui a le trac. Nira, je te considère pour le rôle, mais seulement si tu me prouves que tu peux le faire sans que ta peur ne prenne le dessus. Essaye donc de t'entraîner en sortant en public et en interagissant avec des inconnus. Mets-toi à l'aise devant une foule. Tu peux faire ça? Me sentant déterminée, je me suis tout de suite mise à la recherche d'une expérience sociale quelconque. Et c'est pourquoi j'ai postulé pour ce travail à l'aquarium.
Mais je n'aurais jamais pensé que quelqu'un de la classe se présenterait. Surtout pas Arsène. Il m'a même rattrapé à l'école le lendemain, en insistant sur le fait qu'il m'avait vu à l'aquarium. Et typiquement moi, étant tout agitée et timide, j'ai lâché. Tu m'as peut-être confondu avec ma sœur jumelle, Cora? Oh, dans ce cas, je peux avoir son numéro? Ou tu peux t'arranger pour que j'aille à un rendez-vous avec elle? La façon dont elle rayonnait de confiance était incroyable. Waouh, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi intéressé par mon jeu d'acteur. Quelle ironie! Attends, et si je continuais à jouer Cora et que j'allais à ce rendez-vous avec lui? Je pourrais m'entraîner à jouer le rôle de cette fille extravertie sans complexe, tout en passant du temps avec lui. T'entends, non? Ok, attends au café du livre près de l'école le dimanche à 15h. Je vais en parler à Cora. Je m'étais préparée pour ce rendez-vous toute la semaine. Après avoir regardé plusieurs tutoriels sur YouTube, j'ai finalement réussi à composer ce look audacieux. Tout ce qu'il restait à faire était de porter la confiance en soi de Cora pour la sortir. J'ai donc fait un défilé à la Bella Hadid dans le café, passant directement devant les badauds bouche béée et me dirigeant vers le siège d'Arsène pour l'interrompre dans sa lecture. Bonjour, est-ce que c'est un livre de Rick Riordan? Oui, Les héros de l'Olympe. Tu es aussi une fan de Riordan? Tu te moques de moi? J'ai lu toutes ses œuvres. Oui, Briser la glace, c'est réussi. Nous avons sympathisé grâce à notre amour commun des romans fantastiques et d'autres trucs d'intello. Je ne voulais pas que ce rendez-vous se termine, alors je l'ai invité dans un endroit secret. J'ai couvert ses yeux jusqu'à ce que nous arrivions, et comme il était mignon, il a accepté, même s'il avait l'air incertain de ce qui se passait. Quand j'ai allumé les lumières et que la patinoire est apparue, son visage s'est éclairé. Puis la neige a commencé à tomber. C'était comme une scène de la Reine des Neiges. Puis nous sommes allés sur la glace, et Arsène est tombé directement sur ses fesses. Arrête de rire, c'est ma première fois, ok? Oh, Arsène embarrassé était si mignon. Je l'ai aidé à se relever, et c'était la première fois que nos mains se touchaient. Je lui ai fait faire le tour et lui ai appris quelques mouvements. Quand je l'ai regardé, je l'ai vu me regarder avec un grand sourire. Puis soudain, il m'a attirée et je suis tombée dans son étreinte. Nos visages étaient si proches, et j'ai juré que nous étions sur le point de nous embrasser. Ah! À bout de nerfs, je l'ai repoussé, il a perdu l'équilibre et est tombé à plat sur la glace. Mais il s'est immédiatement relevé et m'a suivi en patinant. Oh, ne me laisse pas t'attraper, sinon... Voyons si tu essayes. Hier, c'était comme un rêve. On s'est envoyé des textos sans arrêt jusqu'au dernier cours de la journée, le sport. Mes yeux étaient toujours collés à mon téléphone quand une balle volante a frappé mon genou. Elle venait d'Elisa. Juste après ça, une autre est arrivée et a fait tomber mes lunettes. Je me suis protégée avec mes bras et j'ai espéré que ça partirait bientôt. Et étonnamment, ça a été le cas. Seulement, Arsène était debout devant moi, bloquant toutes les balles. Arsène? Qu'est-ce que tu fais là? On était juste en train de jouer. Jouer? Tu ne vois pas que tu lui fais mal? Puis Arsène s'est tourné vers moi et m'a demandé si j'allais bien. Est-ce que c'est ça? A-t-il réalisé que j'étais la fille avec laquelle il est sorti? Mais merci de m'avoir aidé. Tu es mon amie. Et aussi la sœur de Cora. Donc je dois veiller sur toi, non? Oh, il ne m'a pas reconnu. Ça veut dire que mon jeu d'acteur était impeccable, non? Alors pourquoi je me suis sentie si mal à l'aise? Même si je me sentais mal à l'aise dans cette situation, j'aimais aussi beaucoup trop Arsène pour m'arrêter. Donc j'ai continué à faire semblant d'être Cora. Il se comportait comme un amoureux lors de nos rendez-vous, et ça me faisait fondre. Mais à l'école, il ne voyait en moi que la sœur maladroite et sans défense de Cora. Il parlait constamment d'elle et regardait fixement dans le vide, comme s'il y avait une Cora imaginaire. J'ai commencé à m'inquiéter du fait qu'Arsène n'aimait que l'héroïne confiante, amusante et spontanée que j'avais créée, et non la timide Nira. Je ne pouvais pas lui en vouloir. Même moi, je ne me trouvais pas aimable. C'est peut-être pour ça que maman m'a quittée sans prendre la peine de m'écrire ou de m'appeler. Je ne pouvais plus faire ça. Je ne pouvais pas nourrir Arsène avec de faux espoirs d'un personnage irréel. Alors j'ai tapé un message à Arsène, lui disant que Cora était en route pour étudier à l'étranger pendant 3 ans, et que cette relation ne marcherait pas. Arsène n'a pas arrêté de répondre aux textos, et est même venu chez moi pour chercher Cora, et a fondu en larmes quand je lui ai dit qu'elle était déjà partie. Je me sentais si mal, mais c'était le seul moyen pour lui d'arrêter de fantasmer sur Cora. Avec le temps, sa douleur s'estomperait, non? À partir de ce jour, Arsène m'a toujours cherché à l'école et m'a toujours demandé des nouvelles d'elle. Cela n'est pas passé inaperçu auprès d'Elisa, qui était clairement verte de jalousie. C'était l'heure du déjeuner, et Elisa avec ses servantes se sont soudainement approchées de moi. « Pourquoi es-tu si seule? Arsène t'a-t-il abandonné? » J'ai essayé de l'ignorer, mais elle ne voulait pas me laisser tranquille. « Bien alors, je vais te donner un coup de main. »« Arsène, salut!
Tu savais que Nira ici est tellement obsédée par toi? Elle admet même qu'elle aime te suivre partout comme une harceleuse. Comme c'est effrayant. Hein? Qu'est-ce que cette fille disait? Maintenant, les gens me regardaient, me jugeaient pour quelque chose qui n'était même pas vrai. J'en avais fini d'être Nira la perdante. Si seulement la personnalité de Cora m'aidait à me défendre. Tais-toi! Moi et Arsène sommes amis, et alors? Pourquoi tu dois inventer des trucs sur moi? C'est parce que tu es jalouse de moi? Quoi? Moi? Jalouse de toi? Tu aimes Arsène, n'est-ce pas? Je suis désolée pour toi. Vraiment, tu vas t'en prendre à tous ceux à qui il parle? C'est pathétique. C'est comme ça que les gens ont fait des commentaires désapprobateurs à Elisa. Elle n'a pas pu faire autre chose que de s'enfuir avec honte. Tandis que moi, je recevais des éloges pour m'être dressée contre le tyran de l'école. Les gens semblaient aimer cette nouvelle facette de moi. C'était peut-être le bon moment pour me relooker. Le lendemain, j'ai commencé à m'habiller de manière audacieuse et à porter des lentilles de contact au lieu de lunettes ringardes. Mes camarades semblaient apprécier mon nouveau look. Mon mentor du club de théâtre a également changé d'attitude à mon égard. J'ai même postulé pour le conseil des élèves et ma popularité a augmenté, tout comme mon cercle d'amis. Le monde s'est ouvert à moi, mais bizarrement, être tout le temps entouré de gens me semblait inconfortable et épuisant. Je ne pouvais pas vraiment parler à l'un d'entre eux, car nous n'étions même pas proches. Je me sentais tellement exclue. Être dans le comité du conseil signifiait que j'étais nommée bachelorette d'une vente aux enchères de charité. Ce qui veut dire que tout le monde participant à cet événement enchérirait pour m'emmener à un rendez-vous, et l'argent de l'enchère allait au fond de l'école pour construire la nouvelle cafétéria. C'est comme ça que je me suis retrouvée ici, sur la scène de la vente aux enchères. J'ai fait de mon mieux pour paraître cool afin de récolter le plus d'argent possible. Les garçons ne cessaient de m'encourager, essayant de montrer leur charme, et j'ai essayé de flirter en retour en disant des bêtises et en leur faisant des clins d'œil. Une fois que les enchères ont été lancées, le chaos a commencé car les gens n'arrêtaient pas de monter leur numéro. 40 $, 60 $, 80 $. Soudain, j'ai réalisé que je ne voulais pas sortir avec l'un de ces gars. Je ne les connaissais pas du tout. Juste à ce moment-là, Arsène a crié depuis l'arrière. 500 $. 500 $ une fois, 2 fois, et vendu. Arsène a sauté sur scène, a attrapé ma main et m'a traîné hors de là. Il m'a conduite au jardin, puis a commencé à me poser des tonnes de questions. Qu'est-ce qui se passe avec toi? C'est comme si tu étais quelqu'un d'autre. Non, je suis juste la même vieille Nira. Dis-moi la vérité. Es-tu Cora? Tu as échangé ta place avec ta sœur pour la protéger, n'est-ce pas? Oh Cora, tu m'as tellement manqué. Après tout ce temps, il était toujours amoureux de Cora? Même maintenant que je me suis changée, il ne me voit toujours pas comme Nira. Arsène, je ne peux pas. Puis je suis partie en courant. Après une nuit à pleurer jusqu'à s'endormir, j'étais de retour à l'école, et je me suis retrouvée convoquée dans le bureau du principal avec une Elisa souriante. Là, elle a montré au principal un enregistrement vidéo de ma conversation avec Arsène la nuit dernière, qui était la preuve que quelqu'un d'autre m'avait remplacée à l'école. Si c'était vrai, je pourrais être expulsée. Oh non. Paniquée, j'ai lâché un mensonge en disant que j'étais bipolaire, et que parfois, je passais à l'autre personnage et me comportais mal. La directrice semblait confuse, mais elle a ensuite insisté pour que j'aille voir le thérapeute de l'école. Je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. Et c'était en fait très bien pour moi, car en parlant au thérapeute, j'ai enfin pu parler de mon passé. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours été super timide. Je pensais que c'était pourquoi maman m'avait laissée quand elle s'est séparée de papa et a déménagé. Elle ne m'avait même pas contactée une seule fois. Je savais qu'une intello puérile comme moi ne serait jamais celle à qui elle pourrait vraiment parler. Dieu merci, mon père est venu me chercher après ça. L'idée d'affronter mes soi-disant amis dans le bus me donnait la nausée. « Es-tu si malheureuse sans ta mère à tes côtés ?» Je ne sais pas pourquoi elle m'a abandonnée sans un mot. Étais-je une perdante à ses yeux? Chérie, écoute, maman t'aime. Et la raison pour laquelle tu n'as reçu aucune lettre d'elle, c'est parce que je te les ai toutes cachées. Quoi? Pourquoi as-tu fait ça? Parce que j'étais tellement brisée après le départ de ta mère que j'ai pensé que ce serait mieux si toi et moi pouvions tout oublier d'elle. Je suis désolée. Ne sais-tu pas à quel point je me suis sentie mal toutes ces années à cause de ton égoïsme? J'ai couru dans la maison immédiatement. Je ne pouvais pas le regarder en ce moment. Jusqu'à voir que maman et Cora étaient assises dans le salon. Elles se sont précipitées vers moi et m'ont serrée dans leurs bras. Oui, le personnage de Cora n'a pas été entièrement inventé. Je l'ai plutôt basé sur ma vraie sœur jumelle.
La petite fille de 5 ans que j'étais s'est toujours tenue aux côtés de Cora, se cachant derrière sa robe tandis qu'elle s'opposait hardiment à tous ceux qui osaient s'en prendre à moi. Je l'ai toujours admirée. Il s'est avéré que lorsque papa a reçu l'appel de l'école, il a réalisé que ses actions m'avaient fait souffrir. Alors il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour contacter maman et l'a fait venir ici avec Cora. Maman n'arrêtait pas de s'excuser en disant qu'elle regrettait chaque minute passée à me laisser derrière elle. Les voir s'effondrer en larmes comme ça m'a fait mal au cœur, mais m'a donné un sentiment de chaleur en même temps. Après tout ce temps, ma querelle familiale était enfin résolue. Juste à ce moment-là, on a sonné à la porte. C'est Arsène. « Nira, c'est ton petit ami ?» Coup. Je l'ai immédiatement éloigné, et cette fois, je lui ai avoué toute la vérité. Je lui ai dit comment j'avais menti en disant que la fille de l'aquarium était Cora, parce que je ne pensais pas qu'il aimerait la vraie moi, car je n'avais pas une présence sûre. Mais mes sentiments pour lui étaient réels, c'est pourquoi j'ai essayé si fort de me rapprocher de lui. Mais je me suis dit que maintenant qu'il savait la vérité, c'était fini, alors je suis partie. Enfin, je suis de retour. J'ai été à Los Angeles pendant toutes les vacances d'hiver pour passer plus de temps avec maman et Cora et pour me découvrir. J'ai réalisé que le fait d'être introvertie n'est pas gênant du tout. Je suis observatrice et cela m'aidera beaucoup pour ma passion d'actrice, non ? Ce semestre, je vais définitivement impressionner mon mentor du club de théâtre. Aucun garçon ne me distraira plus jamais. Et c'est là que j'ai vu Arsène me faire signe avec un énorme bouquet dans la main. « Arsène, qu'est-ce que tu fais ici ? Tu n'étais plus en colère contre moi ? » Eh bien, j'y ai beaucoup réfléchi, et honnêtement, les choses entre nous ont mal tourné. Donc j'aimerais apprendre à te connaître à nouveau. Seulement cette fois, s'il te plaît, que ce soit la vraie toi, car je veux vraiment savoir qui est Nira. Qu'est-ce que tu en dis ? Oui, j'adorerais ça.